Allez. Azul Flaouen, salam alaikum, merci d'être avec nous aujourd'hui. Notre invité du jour, c'est le professeur Majid Benchir, professeur de droit, doyen, ancien doyen de la faculté d'Alger, qui va nous parler de la situation politique en Algérie. Nous allons avec lui essayer de comprendre les enjeux du moment, les perspectives politiques possibles à venir, à construire. Nous allons essayer de discuter avec lui sur les réalités politiques, les rapports de force, la réalité de mobilisation et de structuration politique aujourd'hui en Algérie, sur le terrain. Majid revient d'un voyage en Algérie ces derniers temps, il y va fréquemment. Nous avons fait le pari de ce format de rencontre en petit nombre, justement pour essayer de pouvoir questionner l'intervenant et avoir le temps d'aller au fond des questionnements politiques que se posent beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos compatriotes. La rencontre ne sera pas sous un format de meeting, ne sera pas sous un format de conférence classique où Majid va nous parler pendant 1 heure. Il y aura une introduction au débat, très courte de ma part, une introduction au débat moyennement courte de l'intervenant, courte, de Majid pour nous dire quels sont ses avis politiques sur la situation politique en cours. Et après, on ira dans un jeu de questions avec l'intervenant pour aller au fond des sujets. Brièvement, je vais vous, pour les gens qui ne connaissent pas l'ACDA, donc nous sommes une association, un collectif qui a été créé depuis 2011. Je vous invite à aller visiter le site acda.dz pour lire la charte qui est un petit peu le document politique qu'on a construit entre nous, parce qu'on avait fait le pari à l'époque d'élaborer un document qu'on appelait la charte de l'ACDA, parce qu'on était parti de l'idée que pour sortir de l'enfermement politique dans lequel le régime et la situation nous avaient mis pendant toute la guerre civile, il fallait repartir dans l'élaboration politique collective. Donc on a mis 8 mois à élaborer une charte, la charte de l'ACDA, avec des avis politiques contraires, que je vous invite à lire, à retrouver sur le site, qui énumère un petit peu nos points de vue et nos engagements sur les changements démocratiques pour notre pays. Sur la situation politique, le but de notre rencontre, c'est pas de dire le point de vue de l'ACDA, encore une fois. Donc, je pense que s'il y a à dire 3 choses, c'est nous avons tous été surpris par le surgissement massif, inattendu de ce mouvement dans notre histoire politique récente. C'est-à-dire personne n'attendait un mouvement aussi déterminé, aussi massif à ce moment-là, au moment où la majorité d'entre nous étions désespérés par les énièmes humiliations, par l'indignation dans laquelle a réussi à nous maintenir le régime depuis des années. Ce mouvement était inattendu, mais tant espéré. C'est pour ça que je pense qu'il y a une forme de symbiose, une espèce de renaissance comme ça des milieux politiques, des milieux organisés. Il y a un désir de reparler du pays, il y a un désir de reprendre espoir pour l'avenir de notre pays. Le premier vendredi, on s'était dit peut-être que c'est juste une expression ras-le-bol de cette mise en scène insupportable que le régime a essayé de mettre en place en essayant de nous faire gober l'idée qu'un bonhomme au soir de son âge, impotent, pouvait être à la tête d'un pays
dans lequel il y a 75 à 80% de jeunes de moins de 30 ans. Donc on s'était dit peut-être le mouvement allait s'essouffler parce que c'est juste une réaction. Le deuxième vendredi, on s'est aperçu avec plaisir et délectation de l'épaisseur politique et des mots d'ordre politiques de ce mouvement. Et chaque vendredi, on découvre la maturité politique, l'épaisseur politique de ce mouvement. Le dernier vendredi est un exemple pour moi assez parlant, parce que devant la tentative du régime de gagner du temps et de revenir à un jeu constitutionnel qu'il a lui-même bafoué pour essayer de gagner du temps et garder le pouvoir, les gens sont rentrés, sont sortis massivement dans la rue avec la même exigence, la même demande de rupture avec le système. Bedoui, Ben Salah, et je pense aujourd'hui, la rue est en train, de fait, d'épaissir la crise politique, de prendre le parti de vouloir rompre définitivement avec ce système, même si parfois les mots d'ordre politiques opérants ne sont pas clairs, mais de toute façon, ce désir aujourd'hui, il est national, il est assumé, et chaque vendredi, il est en train de prendre un tournant encore plus radical. Donc aujourd'hui, pour les milieux organisés, les milieux politiques, la question c'est que faire, comment s'organiser, comment participer à, j'allais dire avec un raccourci, enfoncer la crise politique du régime pour en finir avec ce système. Quelle est pour vous, Majid, la nature de la situation politique dans laquelle nous trouvons? Comment vous lisez aujourd'hui la situation? Est-ce que pour vous, l'utilisation de l'article 102 de la Constitution, le retour à la Constitution, c'est quelque part un désir de vraiment assurer une transition démocratique, ou c'est une énième ruse du régime pour gagner du temps et maintenir le système en place? Que de questions. Bonjour. En fait, je pense que pour voir ce que nous pouvons suggérer pour l'avenir, il faut voir d'où nous venons, la situation de laquelle nous essayons de sortir, et essayer aussi de voir quelle est la nature de ce mouvement, comment on peut qualifier ce mouvement, pour voir ce qu'on peut lui demander aussi, ce que nous pouvons faire en y participant. En fait, d'ailleurs, aujourd'hui, plus que demander quelque chose au mouvement, dès lors que si on voit d'où on vient, on voit bien en même temps qu'il n'y a pas une organisation structurée, identifiable, et donc on peut contacter, sur laquelle on peut agir de ce mouvement. Il est donc utile de voir d'où nous partons. Nous partons à la fois d'un système politique qui a régné en Algérie depuis l'indépendance, ce que moi j'appelle l'emprise du commandement militaire sur le système politique. C'est indispensable, parce que si on veut changer le système, il faut voir quels sont ceux qui l'articulent, et en même temps, il faut voir, toujours de ce point de vue, ce que nous sommes, nous, en tant que partie prenante de ce mouvement populaire. On reviendra sur le système, parce que faire partir ou enlever, annuler ou dégager, comme dit la rue, ce système fait partie du programme en réalité du mouvement populaire. Donc je partirai plutôt d'abord de ce que nous sommes, nous, si on veut bien accepter qu'on peut s'identifier, nous, à ce mouvement populaire. Le mouvement populaire a
a tout de même un certain nombre de racines dans la société. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il est né du ciel à partir de quelques pages Facebook. D'emblée, il a revendiqué la fin du système. Or, depuis longtemps, beaucoup de gens en Algérie, beaucoup d'associations, parfois quelques partis politiques, quelques personnalités en tout cas, quelques intellectuels, donc plusieurs forces, ont revendiqué la fin du système. Autrement dit, la composante, le fait qu'à un moment, ces idées semées depuis des années par ces forces qui voulaient elles aussi la fin du système ont pris corps lorsque les gens, à partir d'appels sur Internet, ont accepté d'aller dans la rue. Je crois qu'il est vain aujourd'hui de commencer à dire pourquoi maintenant et pas il y a 2 ans ou 1 an ou pourquoi pas dans 2 ans. Ça, les sociologues, les politologues et d'autres détenteurs de capacités d'analyse dans ces domaines diront exactement pourquoi. Aujourd'hui, dans certains pays, on se demande encore comment, à tel ou tel moment, pourquoi, à tel ou tel moment, la révolution a eu lieu à ce moment-là. On ne l'explique que des années après, avec des arguments satisfaisants pour les uns, moins satisfaisants pour d'autres. Donc, peu importe, en fait, pourquoi ça a éclaté à tel moment et pas à un autre. Toujours est-il que la manière dont cela se déroule aujourd'hui ouvre les portes de l'espoir sur un chemin de liberté. Ces portes s'ouvrent à un certain niveau, mais le chemin, visiblement, est long, on y reviendra. S'il est long, cela veut dire qu'il faut avoir en vue nos capacités de mobilisation et les formes que peut prendre à terme et à plus long terme cette mobilisation. À ce moment-là, les questions se poseront, peut-être que vous en poserez, sur les modalités de cette organisation. Certains exigeront des noms, d'autres exigeront une structure, d'autres exigeront un programme précis, toujours sans doute plus précis. Je dois dire que si on part de ce que nous sommes aujourd'hui dans ce mouvement, on voit bien que déjà le mouvement a évolué. Alors, on a souligné quelques aspects. Premier vendredi, disait-il, voilà, telle chose est apparue, le deuxième, etc. Le dernier vendredi, on voit qu'il y a une capacité de réponse du mouvement populaire à l'égard du pouvoir. En fait, cette capacité de réponse a tout de suite existé, a très rapidement existé dans le mouvement. Il y a donc là une capacité du mouvement à donner des réponses. En réalité, elles ne se font pas toutes seules. En Algérie, j'allais dire à Alger, mais en Algérie, il y a diverses réunions de collectifs qui se font, qui forgent des mots d'ordre, qui donnent des réponses aux tenants du système, et ces réponses sont plus ou moins reprises dans les manifestations sectorielles la semaine et générale nationale le vendredi. Donc c'est aussi là une forme d'organisation dont il faut prendre conscience, s'y adapter, qui est imposée par le terrain et qu'on ne peut pas facilement modifier lorsqu'on prévoit des programmes pour la suite. En fait, je voudrais même dire, pour bien voir ce que nous pouvons faire, qu'il faut donc voir ce que nous sommes. On emploie, comme vous savez, pour définir la mobilisation populaire, le terme de Hirak. C'est un terme qui indique que donc le peuple bouge, qu'il agit aussi. Tout cela est intéressant. Je ne suis pas contre l'utilisation de cette qualification, Hirak, pour qualifier le mouvement populaire ou la mobilisation actuelle dans notre pays.
Mais je pense que ce n'est pas parce qu'à un moment apparaît une qualification qu'il faut la considérer comme définitive. En fait, moi je pense que notre mouvement a désormais pris la forme d'un soulèvement populaire. Pourquoi soulèvement? D'abord parce que c'est conforme à ce qui s'est exactement passé, c'est-à-dire que le peuple s'est mis debout, et ça, il s'est soulevé par conséquent. Les termes même indiquent, donc si on accepte que soulèvement populaire convient, indique ce qui s'est passé. Puis, en se soulevant, on voit bien ce qu'il réclame, il se met debout, il réclame donc, en se mettant debout, il s'ouvre des perspectives, une vision, et de plus en plus il y a de la vision dans les mots d'ordre de ce mouvement et dans les revendications de ceux qui composent et enrichissent ce mouvement et lui donnent des formes structurelles. Je parle des syndicats, des associations, des syndicats autonomes bien sûr, des associations autonomes également, parce que comme vous savez, syndicats, associations, peut-être même partis politiques ne sont pas toujours autonomes dans notre pays. C'est pourquoi il est intéressant de mettre ce qualificatif d'autonome aux parties prenantes du soulèvement populaire. Je disais donc que c'est un soulèvement parce que le peuple se met debout, parce qu'il s'ouvre un horizon en se mettant debout, et parce qu'en se mettant debout, en s'ouvrant un horizon, il réclame sa dignité. Et on sait combien l'expression « hogra », par exemple, qui est étroitement liée à l'absence de dignité, est utilisée depuis longtemps pour dire le traitement qu'infligent les tenants du système politique aux gens du peuple dans notre pays. Donc la dignité. Et avoir à l'esprit la dignité étroitement lié au fait qu'il y a un soulèvement populaire. Le terme de dignité indique qu'on entre de plein pied tout de suite dans la recherche des droits humains, droits de l'homme si vous voulez. Et la dignité, c'est la base, c'est la première grande base de la recherche du respect des droits de l'homme ou des droits humains. Donc, là aussi, vous voyez que comme ce mouvement recherche la dignité, veut les libertés, il est donc tout à fait juste ou judicieux de considérer qu'il s'agit d'un soulèvement populaire. Ce mouvement, si on regarde de près, ce soulèvement a eu tout de suite un objectif lié au fait qu'il avait une perspective et qu'il regardait à l'horizon. Qu'est-ce qui le ligote? C'est le système. Et très vite, même lorsqu'il ne s'est agi pour le principal que d'écarter le cinquième mandat, il a également été question tout de suite comme revendication centrale de dégager le système. Donc, le soulèvement populaire ne s'est pas, même le premier vendredi, mis en route contre uniquement le cinquième mandat, il s'est mis en route également contre le système politique. Et là, comme j'ai indiqué qu'il faut voir ce que nous sommes pour voir ce que nous voulons, il faut voir ce que nous ne voulons pas pour voir où nous allons. Et ce que nous ne voulons pas, comme l'indique bien la mobilisation dans ce soulèvement, c'est de ce système politique. J'ai expliqué déjà dans la première conférence que j'ai faite à l'invitation de ACDA que lorsque le peuple dit « système dégage », il indique un programme. Donc, on va dire, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit pendant presque une heure la dernière fois à propos du système dégage. Il faut juste voir quels sont les principaux aspects du système pour comprendre qu'il y a véritablement un programme qui ne demande plus qu'à être écrit sur une page. Et c'est donc très facile. Le système en Algérie, je disais, était installé par un coup de force. Il a été installé par le commandement militaire. Lorsqu'on dit système dégage, évidemment, cela veut dire qu'on ne veut plus
rééditer cette manière d'installer le pouvoir. On va donc direct vers la revendication d'élections libres pour que le peuple choisisse. Mais pour que le peuple choisisse, il faut franchir un obstacle qui est érigé par le système comme un mode de gouvernement. Beaucoup ont déjà souligné cela dans leurs études à propos du système politique militarisé en Algérie, à propos de l'emprise du commandement militaire. Le mode par lequel le commandement militaire a gouverné en Algérie, c'est évidemment ce que l'on appelait au départ la sécurité militaire, puis par la suite, surtout avec d'autres noms parfois, le DRS, c'est-à-dire le département pour le renseignement et la sécurité. Il n'est pas possible, et c'est un véritable programme, et il faudra des mois pour arriver à organiser des élections libres en écartant le contrôle politique de la société par le DRS. C'est un véritable programme qui est indiqué en disant système dégage. Et ce programme n'est pas souvent repris dans les contributions que les uns et les autres font dans les journaux ou dans d'autres lieux, mais c'est un point essentiel. Il faut, pour pouvoir organiser des élections libres, supprimer le contrôle du DRS sur la société, les associations, les ministères, les entreprises, les quartiers. Sans cela, il n'est pas possible d'organiser des élections libres. En même temps, voyez donc le programme qui est tracé par le soulèvement populaire. Si vous voulez organiser des élections libres, il faut du temps pour pouvoir faire ce travail d'assainissement du terrain, des administrations, des wilayas, des entreprises, en ce qui concerne le contrôle politique de la société. Il faut donc bien comprendre qu'il est essentiel de demander du temps, pas 3 mois, pas 4 mois, pas 5 mois, beaucoup plus. Évidemment, il faut négocier, parce que nous ne pouvons pas, tout seuls, en tant que soulèvement populaire, comme si on avait toutes les forces désormais, il y a un rapport de force qu'il faut que ceux qui négocieront un jour ou l'autre avec le commandement militaire, parce que c'est lui le véritable tenant du pouvoir, et il y a différentes formes de négocier. Si on a un rapport de force favorable, c'est-à-dire si les gens de plus en plus affinent leur programme politique, organisent leur cohésion, forment des rangs serrés pour manifester contre ce système, eh bien, au fur et à mesure, les programmes s'affineront, les porte-paroles seront mieux à même de mobiliser. Pour déjà réaliser ces premiers aspects du système qui, en demandant qu'il dégage, indique un programme, vous voyez bien qu'il faut du temps. Et donc, vous ne pouvez pas, rien que de ce point de vue, il y a encore d'autres choses qui pourraient être développées, mais on ne va pas le faire ici. Vous ne pouvez pas demander un certain nombre de choses à ce soulèvement. J'entends bien, en Algérie, j'ai eu plusieurs questions sur cela. Avec qui comment, combien de temps ça va durer? Il faut voir comment ce mouvement est né. Il est né sans une structure. Ça peut être un avantage. Peut-être que le moment venu, ça occasionnera quelques difficultés. Mais vous voyez bien dans quelle situation on est. Le pouvoir n'a pas reculé du tout. Il a sacrifié quelques personnages autour du chef de l'État. Mais il n'a pas bougé plus. Tous les autres, même les personnages, c'est pourtant les qu'il est plus facile de faire tomber que de changer le système proprement dit. Eh bien, les principaux personnages, les présidents des institutions, Assemblée nationale, Sénat, il est même devenu le chef de l'État, président du Conseil constitutionnel, ils sont en place, même les personnes. Pourtant, c'est facile. Beaucoup pensaient un peu naïvement, que le système allait rapidement sacrifier un certain nombre de têtes pour mieux durer. Il aurait d'ailleurs été plus intelligent pour eux-mêmes, pour la survie du système de le faire. Mais ils n'ont pas eu cette intelligence-là, tant ils sont loin d'une perspective d'intérêt national. Ils ont oublié
dans ce système ce qu'est l'intérêt national. Ils sont obnubilés par leur propre intérêt de caste, de groupe, de clan, de famille, de détenteurs de capitaux acquis très rapidement. Et donc, ils oublient l'intérêt qui consiste à voir comment organiser les ressources humaines et matérielles du pays, comment les exploiter autrement, comment répondre aux aspirations des populations. Tout cela a été oublié. Tout cela ne reviendra pas parce que on se mobilise pendant un mois. Tout cela, il faut constituer un rapport de force fort pour pouvoir les acculer à des changements. Et cela, évidemment, demande donc beaucoup de temps et beaucoup de, peut-être, de sacrifices. Je disais la dernière fois, souvenez-vous que la guerre de libération nationale a duré 7 ans et demi. Eh bien, j'espère que cela ne durera pas 7 ans et demi. C'est une forme de mobilisation qui, normalement, devrait pouvoir aboutir beaucoup plus rapidement. Mais d'un point de vue juste des concepts, d'un point de vue de la compréhension de la situation, les enjeux sont tellement immenses qu'il n'est pas raisonnable d'espérer qu'en 2 ou 3 mois, le système va s'effondrer. Si cela arrive, eh ben, tant mieux. Mais il serait, me semble-t-il, plus perspicace, plus peut-être intelligent même, d'envisager que la lutte dure un certain nombre de mois, que personne, à mon avis, aujourd'hui, ne peut déterminer. En fait, il faut que, de plus en plus, me semble-t-il, les gens envisagent de voir quels sont, en face du peuple, les véritables acteurs. Ce n'est pas seulement Bouteflika et son clan qui constituent le rouage essentiel du système. Beaucoup avant moi l'ont dit, je crois pouvoir ajouter que moi-même je l'ai dit, le système a été mis en place par un commandement militaire dès 1962. Ce commandement militaire n'est plus le même, mais il est toujours un commandement militaire. Le commandement militaire peut inclure aussi des civils. Bouteflika était un civil. Il était le chef des forces armées, il faisait partie du commandement militaire. Le commandement militaire peut inclure un président de l'Assemblée nationale civile, mais l'emprise du militaire reste forte. C'est eux, en définitive, qui prennent la décision, depuis toujours, depuis 1962. Et donc, l'interlocuteur principal, c'est le commandement militaire. Et c'est évidemment avec celui qui détient, qui exerce une emprise forte sur le système, le commandement militaire, qu'il faut un jour ou l'autre organiser les contacts et la négociation pour pouvoir transformer. Alors, on négocie selon le rapport de force qu'on établit. C'est-à-dire, un négociateur peut demander à l'autre partie de voir dans quelles conditions il lui remet les clés de la maison, comme il peut négocier, compte tenu de son rapport de force, pour dire, bien, on partage encore une pièce ensemble. C'est pas du tout la même chose, mais c'est comme ça. C'est en fonction du rapport de force que ça... Il me semble que ce n'est pas pour tout de suite, cet aspect-là, mais il est bon de l'avoir en vue. Ce n'est pas pour tout de suite, parce que vous voyez bien, j'ai dit que même les personnages essentiels n'ont pas bougé. Et avant de toucher au véritable système, tel que je l'ai décrit, il faut d'abord faire partir un certain nombre de symboles de ce système qui ne sont pas la concrétisation du mot d'ordre système dégage, mais qui indiquent qu'on y avance, qu'on avance vers cette fin, cet objectif-là. Voilà donc aussi qui indique des éléments qu'il serait utile dans nos cellules respectives, dans nos contacts respectifs, d'avoir en vue. Parce que c'est tout cela, la mobilisation. Il ne faut pas croire qu'il y a quelque part une personne, aussi populaire soit-elle, c'est bien qu'il y ait des gens qui deviennent parmi les uns et les autres populaires,
mais ça ne veut pas dire que ça y est, ça structure